Yo tout le monde, ça va ou quoi? J'espère que la musique n'est pas trop forte pour vous. Je peux la baisser autrement, il n'y a pas de souci. Yo, bon, coucou YouTube, si jamais je ne suis pas en compagnie de Picsou, il est un peu malade. Donc je vais faire la masterclass tout seul. Donc ça va être du fonda, du fonda, du fonda. On a un gros programme pour ce soir puisque j'étais pas là pour la masterclass précédente. Il s'est passé pas mal de choses. Je laisse le temps au chat d'arriver. En plus pour une fois, bon bah voilà, vous voyez le chat en même temps, donc ça rend un petit peu, ça rend un peu plus sympa pour la rediffusion sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. J'ai changé de PC. Alors si jamais j'ai des bugs qui n'arrivaient pas d'habitude, genre des trucs au niveau du son ou quoi, vous me le dites, hein, le chat et je corrige. Mais normalement c'est pas mal. Normalement c'est pas mal. J'ai fini de régler les trucs à 20h55, il est 21h, c'est parfait. T'es vachement éclairé. Bah ouais, ça me permet d'avoir le fond vert propre en fait. Parce que regarde, si je suis pas éclairé, ça donne ça. Petit 13700K, tout à fait 13700K et RTX 4090, RAM 7200 MHz. Mais aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Il se passe plein de trucs trop bien. Que ce soit au niveau du marché, hein, on a du vert, ça fait plaisir. Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. Bibof, si jamais Picsou ne sera pas là ce soir. Il est malade, mais on va essayer de se forcer à faire quelque chose dans la semaine pour rattraper ça. Moi, il faut que je bouge sur Paris dans les prochains jours, mais on va essayer de trouver un créneau. En tout cas, j'ai capté Marc Zeller vendredi, on a super bien parlé, donc je vais essayer de le faire venir dans des futures émissions. On va avoir des émissions sur du fonda aussi avec Ponzi du Trône, mon ami l'infréquentable qui m'a lancé dans la crypto. On va faire des émissions aussi avec Hardisk pour parler de Bitcoin. Je vais essayer d'avoir un ami aussi Bitcoiner qui bosse pour Galaxy Digital. Bref, on va avoir vraiment des trucs sympas dans les prochaines semaines sur Twitch. Et bien entendu sur YouTube aussi. C'est-à-dire que, vous le savez, la chaîne de Coin Academy, c'est objectif 5000 abonnés pour mars. Et c'est franchement bien parti, on est à 4006. J'ai bien calculé mon coût, on devrait pouvoir y arriver. On vous sort une vidéo quasiment tous les jours en ce moment. Pas mal de vidéos par rapport au Solana Breakpoints. Donc voilà, si vous écoutez la rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner. On a aussi des vidéos comme celle que j'ai sortie aujourd'hui. Donc c'est une rediffusion du live avec Artem où on parle de plein de trucs. On parle de gaming et de Web3. On parle de privacy sur Ethereum, de dissonance cognitive, d'investissement, de plein de trucs en fait. Et franchement, c'est super sympa. Voilà, vis-à-vis du Solana Breakpoint, plein de projets sur Solana. Je pense notamment à Backpack, qui est une petite révolution pour les NFT. Je vous invite là aussi à vraiment regarder ce type de contenu, c'est vraiment sympa. Pour ce qui est du tirage DYDX, alors c'est une bonne question effectivement. À mon avis, s'il n'y a pas une nouvelle, c'est parce qu'on attend justement de la part de DYDX de nous filer la liste des inscrits. En tout cas, tu as raison d'en parler, vous inquiétez pas à ce niveau-là. C'est Picsou qui gère, si tu veux. Donc il m'a posé un peu une colle à ce niveau-là, mais on va s'en occuper, t'inquiète pas. N'hésite pas à tweeter Picsou là tout de suite. Je vais lui demander. Alors attendez, je m'ouvre un WhatsApp à part. Je vais lui dire sur WhatsApp. Alors, Picsou, faudra annoncer les gagnants DYDX. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas DYDX sur l'overlay. Donc, bon, il faudra pas que je l'oublie pour les prochaines fois. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Écoutez, on va rester focus sur le programme. Donc, au niveau du contenu YouTube, vous l'avez compris, il se passe pas mal de choses. Donc, je vous mets dans le chat de quoi vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous écoutez les vidéos sur YouTube. Et je vous propose d'attaquer directement parce que le chat, il est à fond la caisse là. Donc, autant attaquer direct, hein. Alors, il s'est passé plein de trucs, comme je vous ai dit. Je vais essayer de rendre ça vraiment intéressant pour cette émission et de répondre au chat, hein, bien entendu. Donc, on va commencer avec des nouvelles sur le protocole Bitcoin, parce qu'on parle beaucoup d'altcoin et c'est bien de parler de Bitcoin aussi. Donc, j'ai découvert aujourd'hui une info qui existe depuis quelques jours, mais que j'ai pas trop vu passer sur ma TL, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle application qui s'est lancée. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme une application. Disons que je vais vous faire un petit historique. Je vais même couper la musique pour que ce soit bien clair.
En gros, si vous voulez, à l'époque où Bitcoin a été lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto, bon, c'était le début, il y a eu Bitcoin, et Bitcoin s'est beaucoup mis à jour au début pour patcher des petits trucs à gauche à droite. Et il faut savoir que Satoshi Nakamoto a ensuite lancé le premier altcoin de l'histoire qui s'appelait BitDNS, qui était en fait du DNS décentralisé. Un DNS, c'est quoi? C'est un serveur où tu lui demandes par exemple youtube.com, il te répond une adresse IP, ça t'invite de connaître par cœur l'adresse IP de YouTube. Voilà. Vulgairement, c'est ça un DNS. Et donc en fait, Satoshi était parti sur peut-être rendre Bitcoin encore plus grand que de la monnaie. Et puis après, bon, vous le savez, il a quitté les réseaux, on n'a plus jamais eu de nouvelles de Satoshi Nakamoto. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour empêcher Bitcoin de faire plus que ce qu'il est déjà, pour des raisons de sécurité principalement, les développeurs de la communauté Bitcoin Core ont patché Bitcoin pour empêcher en fait dans une seule et même transaction Bitcoin, si j'ai bien saisi, de pouvoir faire passer trop de données. Parce qu'en fait, si une transaction elle pèse trop, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent spammer le réseau et il n'y a plus de place pour les autres transactions, donc ce serait assez mauvais pour Bitcoin. Donc en fait, ce qui s'est passé il y a 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus exactement, il y a eu la mise à jour Taproot, donc qui est sortie sur Bitcoin, mise à jour qui permettait de faire plein de nouvelles choses sur Bitcoin. Et en fait, cette mise à jour, elle a en quelque sorte créé un bug, puisque le patch de l'époque qui était sorti pour empêcher justement de faire des transactions qui pèsent trop de poids, eh bien ce patch n'est plus vraiment actif et par le biais de Taproot, tu peux faire une transaction qui potentiellement pèse l'entièreté d'un Bitcoin. Donc tu n'as plus de limitation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, eh bien comme à l'époque, vous pouvez faire des transactions qui sont assez big et qui peuvent contenir de la donnée, comme les données d'un JPEG, d'un PDF et autres. Donc en fait, tu peux minter un NFT sur Bitcoin. Et là où c'est intéressant d'un point de vue idéologique, mais il faut doser un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi il faut doser, c'est que potentiellement tu peux avoir un NFT directement sur Bitcoin ou une donnée directement sur Bitcoin sans avoir à simplement indexer une signature sur Bitcoin et héberger la donnée ailleurs. Donc du coup c'est sympa. Parce que déjà ça va relancer le débat. Est-ce que ce bug, faut le laisser? Est-ce qu'il faut le corriger entièrement ou partiellement? Est-ce que Bitcoin doit s'arrêter uniquement à la monnaie et le paiement? Est-ce qu'il doit permettre de faire plus? Et aussi, eh bien aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour le futur de Bitcoin dans le sens où il y a de plus en plus d'interrogations vis-à-vis de l'avenir de Bitcoin de par son économie, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, tu le mines pour choper la nouvelle inflation plus les frais de transaction, mais l'inflation, elle va baisser au fur et à mesure du temps. Donc, s'il n'y a pas assez à manger du côté des frais de transaction, ce qui va se passer, c'est que les mineurs, ils n'auront pas d'intérêt à faire tourner le réseau, et ça pourrait devenir problématique pour la sécurité du réseau. Donc, s'il y a des nouvelles manières de faire fonctionner l'économie de Bitcoin qui pourraient justement forcer les gens à payer plus de frais et donc avoir plus de frais pour rémunérer les mineurs, ça peut être positif pour l'économie de Bitcoin. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ce débat-là. Voilà, c'est ce monsieur-là qui a expliqué ça rapidement dans un rapide thread Twitter en anglais. C'est pas lui qui a créé le protocole. Le protocole a été créé par ce monsieur-là. Et franchement, la documentation je ne sais même pas si on peut appeler ça un protocole, mais du projet qui s'appelle d'ailleurs Ordinals, elle est assez simple. J'ai pas tout lu, j'ai lu rapidement, mais en gros, elle explique qu'on va plus parler en Bitcoin, on va parler en Satoshi, ce sera plus simple. Et en fait, ça va te permettre en quelque sorte de donner une identité à ton Satoshi, plutôt que d'avoir un simple Satoshi dépensé fongible. Et donc, on va pouvoir relancer des nouveaux business potentiels, si jamais c'est pas patché, genre du DNS décentralisé, des clés publiques à rotation de clés, infrastructure à clés publiques avec rotation de clés. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Et les pièces colorées, ça par contre je sais ce que c'est, puisqu'à l'époque c'est comme ça que ont commencé les NFT et notamment l'USDT, parce qu'avant que l'USDT soit sur Ethereum, sur Tron et sur plein de trucs, il était sur une sorte de layer 2 Bitcoin qui s'appelait Omnichannel. Et c'était justement ce principe de pièces colorées. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et non, il n'y a pas de fork sur Bitcoin, c'est déjà actif là tout de suite sur le Bitcoin Mainnet. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je remets la musique. Hop, excusez-moi, il y a le chat qui passe en même temps devant l'écran. Ensuite, du coup, on aura un petit peu d'actualité, mais avant de foncer tout de suite sur l'actualité de la semaine, j'ai envie qu'on continue de parler des trucs intéressants. Alors, si je vais quand même vous parler d'une actualité,
Alors, je vais quand même faire gaffe à ce que je dis par rapport à cette news-là, parce que j'ai déjà entendu les bruits de couloir par rapport à ça. Amazon est sur le point de lancer un projet NFT de grande ampleur. Donc, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais on peut le deviner. Tu n'oublies pas de dire que Vitalik est impliqué dans le projet. Je savais pas déjà que Vitalik était impliqué dans le projet, donc tu viens de me l'apprendre. Ok, ça marche. En tout cas, voilà, pour revenir à Amazon, en fait, la news, elle dit quoi? Elle dit bon, bah, que Amazon veut se lancer dans un projet NFT de grande ampleur. Hop, on scroll. Ça vient de Blockworks. Les sources sont anonymes. Elles sont proches du sujet. Donc, en fait, bah, je pense juste que Amazon commence déjà à avoir un paquet de partenaires commerciaux et qu'il y a des gens qui ont trop parlé, donc il y a des bruits de couloir. Et en fait, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais il serait question d'un Layer 1, de start-up spécialisé dans le développement de jeux vidéo basés sur la blockchain et d'échange de crypto-monnaies. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ce que j'ai entendu et ce que je peux vous dire surtout, c'est que Amazon aujourd'hui, c'est une grande place de marché et c'est surtout aussi Amazon AWS. Donc moi, ce que je pense, c'est que la logique Layer 1, Layer 2, elle a parfaitement sens et que potentiellement, peut-être, et ça c'est pas ce que j'ai entendu, c'est ma devinette tout court, c'est que Amazon pourrait lancer sa propre chaîne souveraine sur Cosmos, enfin basée sur Cosmos, pour avoir accès à toute l'interopérabilité qui va bien. Ou alors faire un truc sans jetons, en se disant voilà, il n'y a pas de jetons, donc il n'y a pas d'histoire de monnaie, donc les banquiers centraux viennent pas me casser la tête, mais ce serait un peu dommage. Donc on va voir à ce niveau-là. Et je m'attends à une espèce de marketplace. Alors marketplace de jetons, marketplace de NFT, on nous parle de projet NFT, peut-être marketplace de NFT. Voilà, c'est à ça dont je m'attends. Frankie Love qui parle de partenariat récent avec Avax. Alors oui, c'est pour proposer de la blockchain, enfin du déploiement de nœuds sur Avalanche, mais je pense que ça n'a absolument rien à voir avec ça pour le coup. Après oui, on pourrait avoir un subnet Amazon sur Avalanche, mais je sais pas. Ouais, peut-être un subnet Avalanche. Franchement, pourquoi pas. Voilà pour cette news Amazon. Ensuite, beaucoup de mouvements sur le marché. Hein. Franchement, je pense que c'est un secret pour personne. BTC monte, Ether monte. Pourquoi? Bah, j'ai pas de réponse particulière sur le pourquoi. Si ce n'est que, je vous rappelle quand même qu'on a fait du 69 000 tout 15 500 quasiment en ligne droite sans jamais de rebond. Donc, on a vachement vendu ce marché-là. Ça te dirait d'interviewer Guru WP? Ouais, carrément. Carrément, je le connais pas du tout. Je vois de qui il s'agit. Je sais qu'il s'entend bien avec Abdel, mais je le connais pas personnellement. Mais ce serait avec plaisir. Il faut juste trouver un créneau et s'en occuper. Bref, donc un marché qui monte, un marché qui a survendu pendant très longtemps. On voit les choses avancer vis-à-vis de FTX, on voit les choses avancer plus ou moins vis-à-vis de Genesis. C'est la nouvelle année, les marchés traditionnels ils pump, donc on imagine aussi que les marchés crypto suivent les marchés traditionnels qui pump. Il y a une explication rationnelle aussi à ça, c'est que potentiellement, comme les banquiers centraux ont vendu une récession économique trop forte et trop tôt, le marché a surréagi par rapport à ça. Et comme c'est pas si grave comme ce qu'on nous a vendu, le marché se régule de lui-même. Voilà, je pense que c'est l'explication la plus rationnelle. Moi, je peux pas vous faire de conseils d'investissement et de toute façon, je suis pas devin, donc mon avis ne vaut pas grand-chose. Mais si je devais vous donner ce que je pense vis-à-vis du marché, j'en ai parlé sur Twitter et avec Artem en live. Moi, je pense que le marché, il est reparti. Alors, je vous dis pas il est reparti, il va nous faire un pump comme en 2021 ou 2017, c'est pas mon propos. C'est juste que là, je pense que le bottom, il est marqué. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Que les gens, si tu leur dis exactement ce que je viens de dire, le marché, il est reparti, t'en as énormément qui vont dire « Mais tu racontes n'importe quoi, on va à 12K, patati patata, c'est mort de toute façon. » Et puis, on a besoin d'une narrative pour que le bull run repart. Et la narrative, c'est quoi? C'est que Ethereum, il est déflationniste, que sur Bitcoin, il se passe des nouveaux trucs, que sur les altcoins, ça bouge, Phantom, ça bouge, Aptos a pété, Solana est en train de se refaire une petite santé côté altcoin. Tout bouge, en fait. Tout bouge. La seule problématique, c'est qu'effectivement, la récession économique, elle est clairement pas terminée et que il peut se passer encore des trucs de dingue. Hein.
entre l'Ukraine et la Russie et compagnie, on peut effectivement avoir des nouveaux épisodes. Niveau européen, on a aussi la crise énergétique qui nous pend en nez parce que déjà du côté des business c'est catastrophique et du côté des particuliers ça peut commencer à devenir catastrophique dans les prochains mois, donc il va falloir suivre ça avec intérêt. Mais moi j'aime ce que je vois. Voilà, si je devais expliquer à voix haute ce que j'en pense, c'est que j'aime ce que je vois dans le sens où bah on a du vert depuis pas mal de jours. On a pas mal de jetons qui ont fait x2,5, x3, x4, x5 depuis le bottom. Des layer 1, des mid cap, des low cap. Bonsoir la boss. H la boss. Et moi ça me plaît. Ça me plaît de voir du vert et du vert pendant plusieurs jours. Et pas que du FUD, du négatif, du FUD, du négatif. Ça fait du bien en fait. C'est super cool. Donc soyez attentifs. Bien entendu, soyez prêts à n'importe quelle situation. Moi, me concernant, à côté du travail, je vous avoue que ça m'a donné envie de rechercher des pépites. Plus que jamais. Parce que plus que la passion et la spéculation me donnent envie d'y aller. Et je pense pas être le seul en fait. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont très attentifs à ce qui se passe et qui ont envie de reprendre des risques. Et c'est ça que j'aime en fait. Donc si on se prend pas une grosse bad news suivie d'un gros dump qui choque tout le monde, il n'y a pas de raison que ça continue pas gentiment. Et quand je parle de continuer, je vous parle pas d'une grande ligne droite où ça fait que pumper, mais simplement que progressivement ça repart. Un peu comme après la crise Covid de 2020. Alors vous savez que je suis pas trader, mais que vous compreniez bien un petit peu comment je vois les choses. Ouais, je vais parler des DEX aussi, Frankilov, tout à fait. Regardez, on va se mettre une petite charte. BTC USD, impeccable. En weekly. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là, ou même pour ceux qui étaient là d'ailleurs, hein, on a eu tout le pump de 2017, d'accord, ça a pété très 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 fort. Ensuite dump, hop, ça se calme, puis dump hardcore. Alors si ça se trouve, on est là. Hein. Si ça se trouve, effectivement, nous on est là, on est en train de monter, et puis après on va se faire gerber à la gueule. C'est même probable. Hein. Là, ce qui s'était passé, bah, c'était pareil, hein, c'était... crise Covid... Non, qu'est-ce que je raconte? C'est beaucoup plus tard, la crise Covid. Qu'est-ce qui s'était passé là? Je me souviens plus, d'ailleurs, à cette époque. Qu'est-ce qui s'était passé exactement pour vraiment que ça plonge complet? Mis à part le fait, bah, classico, qu'il y avait une sorte de support qui s'était créé et que le support a été enfoncé et qu'il n'y avait plus aucune force acheteuse. En tout cas, côté 2020, voilà, il y a eu la crise Covid. Et ça fait très mal. Ce qu'il y a d'intéressant aussi... Alors, juste 2 secondes. Full food avec Bitfinex, c'est très possible ce que tu dis. Je vais juste télécharger ça en 2.2. Voilà. Excusez-moi, c'est pour pouvoir faire mes petits zooms là, vous savez. CTRL E. Voilà, et le zoom. Voilà, est-ce que ça va marcher? Oui, le zoom fonctionne, le dessin fonctionne, le dessin classique fonctionne. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc reprenons ce qu'on disait. Pardon, c'est pour pouvoir dessiner en même temps que je vous explique. Voilà. Déjà, ce qu'il y avait d'intéressant, et j'avais plus le souvenir de toute cette année 2019. J'étais dans le marché, mais je comprenais pas autant que maintenant, et c'est vrai que j'étais pas aussi attentif à ce qui s'était passé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a eu une survente. Puis pendant un certain temps, le marché se cherchait. Et après, c'est reparti violent. Hein. C'est reparti de 3000 à quasiment 14 000. On a fait un x4 sur le BTC. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu la même chose, tu vois? Après, il faut juste se méfier que si ça fait que de la ligne droite à la hausse, au bout d'un moment, ça va devenir un piège baissier. Comme ce qui s'est passé fin 2021, en fait. Donc voilà, quand les gens sont bien épuisés, il y a de l'opportunité d'achat et potentiellement, c'est ce qu'on vit. Potentiellement, on est là ou on est là. Moi, c'est ce que je pense. Faudra demander à Spixou ce qu'il en pense. Il n'est pas là ce soir, mais j'ai pas changé le titre du live. Alors ça, par contre, c'est un petit peu contraignant, effectivement. Voyons tout de suite. Merci beaucoup, en tout cas, d'être autant nombreux. Analyse fondamentale, masterclass. Ok.
Oui, il y a eu le drame BitConnect aussi, c'est vrai. Je sais pas à quel point ça a eu de l'impact, mais c'est vrai, tout à fait. En tout cas, je vous demande le live, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, pour vous, on est dans un piège ou est-ce que potentiellement ça peut repartir? Faut connaître deux partenaires, oui, coffre, accumulation et distribution. Ouais, dans l'idée, c'est ça. Hein. On a eu l'espèce de range et puis à un moment donné, on se charge et ça part. Ouais, mais je suis assez d'accord là-dessus. Sans être trader, c'est assez simple. Hein. De toute façon, il faut bien gagner des sous au bout d'un moment. Donc pour gagner des sous, faut du volume et puis faut acheter haut, acheter bas et revendre haut. Attendez. Mon chat qui fait des bêtises. Ça va aller à 25K, puis retomber vite fait. Probable piège, je profite avant qu'on se fasse vomir dessus, comme tu dis. Il est au Picsou, il est malade. Il est malade, l'ami Picsou. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté d'autre avant de continuer sur l'actualité de la semaine et de la précédente? Oui, bon, on a vu aussi un espèce de mouvement rapide sur les jetons liés à l'intelligence artificielle, mais ça n'a pas duré très longtemps. Moi, je vais être très honnête avec vous vis-à-vis de ça. Je ne connais absolument pas les projets dits d'intelligence artificielle sur les cryptos. Par contre, on en a très peu qui sont capitalisés. Moi, je vous dis juste de faire très attention. C'est-à-dire que s'il y a un play à jouer, eh ben, vous faites vos devoirs, vous allez sur CoinGecko, dans le tag intelligence artificielle. D'ailleurs, je vais tout de suite vous le mettre dans le chat. Vous regardez un petit peu tous les projets, vous les classifiez, vous regardez lequel est meilleur que l'autre, mais à tous les niveaux, hein, pas que technique, hein, marketing, hype, etc. Et si ça a vraiment du sens ou pas, et puis potentiellement, il y a un play à faire. Parce que c'est vrai que ChatGPT, ça a un petit peu réveillé tout le monde. Mais déjà qu'on est sur un marché où il y a beaucoup de vent, je pense que côté intelligence artificielle, on sort vraiment sur du vent absolu. Donc faites gaffe à vous. S'il y a des sous à faire, tant mieux. Mais j'aurais tendance à penser que les fondamentaux sont pas terribles parce qu'absolument personne m'en parle. Mais je me trompe. Peut-être. Peut-être que justement j'ai raté quelque chose. Oui, c'est vrai ce qu'il dit Hardisk dans le chat. C'est vrai ce qu'il dit Hardisk. Alors pour me justifier Hardisk, sache que ces dernières semaines, c'est très simple. J'étais très fatigué parce que j'ai passé un week-end, on va dire, mouvementé. Et ce week-end aussi, j'ai passé un autre week-end mouvementé. Mais on va trouver le temps. T'inquiète pas, on va trouver le temps. Ça pourrait même se faire début de semaine si t'es chaud. Sinon, moi après, je suis sur Paris, donc week-end prochain. Te justifie pas auprès de la BTC Max. C'est pas un BTC Max toxique, Hardisk. Il est ouvert à tout. Ok. Donc, écoutez, il y a vraiment plein de trucs à voir ensemble. Donc, je vais enchaîner un petit peu. Je vais encore baisser un peu plus la musique. Si elle vous énerve, la musique, je la change. Tu peux lire mon message. Je l'ai pas vu, ton message. Tu peux débuter à investir. Ah, je veux débuter à investir dans les cryptos. Que me conseilles-tu? Tu vas mollo. C'est-à-dire que si tu as un budget par exemple de 1000, bah, tu mets pas 1000 tout de suite, tu lisses et tu diversifies parce que c'est la base. Et bien entendu, tu te renseignes. Tu essaies de comprendre ce que tu achètes. Donc nous, on prépare une formation là sur Bitcoin et la blockchain pour Khan Academy, formation gratuite hein, pour apprendre les bases. Mais il faut comprendre Bitcoin, la blockchain, Ethereum, les smart contracts déjà. Et voilà. Tu peux faire 50 balles par semaine. Tu peux faire 100 balles toutes les 2 semaines. C'est toi qui vois à ce niveau-là. C'est juste une question de ne pas se précipiter pour justement voir les choses évoluer. Et pas être dans le regret. Parce que si le marché il baisse plus, bah, tu vas pouvoir racheter plus bas. Si le marché, bon bah tu avais commencé au bottom, tant mieux pour toi, tu vois. Mais le fait d'y aller progressivement, ça permet de lisser ton prix d'entrée, c'est sympa. Yo Fabrice, bonsoir Bugs. Go inviter Hardisk en direct. Moi, je suis chaud d'inviter Hardisk en direct. C'est juste que je sais pas comment je pourrais mettre la webcam à l'écran, mais on pourrait s'appeler sur Discord si t'es chaud d'ici une trentaine de minutes, le temps que j'enchaîne un petit peu l'actu. Moi, je suis très chaud. Tu y crois, toi, à l'adoption de Bitcoin? Ouais. Ouais, de ouf.
Ouais, parce que maintenant que Lightning Network existe et que tout ce qui se passe au-dessus de Lightning existe, franchement, ouais, Bitcoin, j'y crois à mort pour plein de raisons. Parce que il est resté en proof of work, il est resté fidèle à lui-même, qu'il a une communauté de cinglés aussi, de bitcoiners, c'est important, que c'est le moteur de toute l'économie des crypto-monnaies, quoi qu'on en dise. Que ça commence à devenir une monnaie légale dans certains pays et je pense que ça va se faire de plus en plus. Donc ouais, franchement, ça va bouger. Je crois plus au narratif des halvings pour Bitcoin. Ah, à ce niveau-là, ouais, ça par contre, il y a moyen que ça change. Mais on verra. NIR et Ultra, t'en penses quoi? Alors NIR Protocol, c'est un bon Layer 1, mais ça reste une VC Chain qui a une bonne maîtrise du sharding pour les performances. Maintenant, il se passe pas trop de trucs non plus. Alors ils font quand même beaucoup d'événementiels, mais j'ai pas vu de big projets NIR dans ma TL. Ils doivent exister, mais on m'en parle pas trop. Après, c'est vrai que c'est toujours Ethereum, BNB, Solana que je vois passer principalement. Et Avalanche aussi, faut le noter. Et pour ce qui est d'Ultra, faut que ça sorte en fait. Faut qu'il y ait des jeux, faut qu'il y ait de l'activité. Sachez que j'ai eu un échange téléphonique avec Ultra très récemment. Je vais essayer de leur faire une proposition commerciale, que ce soit pour moi et pour Coin Academy, et puis on verra si ça se fait. Mais j'ai envie de les accompagner aussi bien sur la plateforme Ultra que sur leur plateforme Ultra Arena pour la partie e-sport, parce que justement tout ce qui touche au gaming et au Web3, ça me chauffe et j'essaie vraiment d'appuyer sur ce point-là. Mais pour te donner quand même mon avis objectif sur Ultra, pour le moment je reste sur ma faim. J'aimerais quand même beaucoup plus de jeux parce que sur la bêta il n'y a pas grand chose. Les jeux sont pas terribles. Les prix, ils n'arrivent pas à suivre par rapport à des prix en promotion sur Steam par exemple. Et il n'y a aucune exclue à Ultra. Donc ça manque quand même pas mal de choses. Mais ça va venir. Si tu devais citer 5 pépites que tu as en tête, alors du coup, je vais aller dans l'originalité, je vais pas vous dire Bitcoin, Ethereum, ça n'a pas de sens. Alors moi, qui n'est pas encore sorti, il y a Celestia, naturellement. Voilà, celestia.org, qui va dans la logique de la blockchain modulaire. Donc Celestia et tous les roll-ups qui vont aller dans le sens de Celestia, du type Fuel, qu'on a couvert sur le site notamment. Donc Celestia, absolument, c'est un de mes coups de cœur. Parce que c'est ce qu'aurait dû devenir Cosmos Network d'une certaine façon. Voilà, première chose. Ensuite, deuxième pépite, je dirais C-Network. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. C-Network, c'est un Layer 1 basé sur le SDK Cosmos, donc compatible avec IBC, donc tout l'écosystème Cosmos, qui vient un petit peu faire ce que fait Solana. C'est-à-dire, on est dans la performance, on n'est pas dans la décentralisation absolue, on est vraiment dans la performance. Et ensuite, toujours dans une logique semi-modulaire, on va essayer de proposer des roll-ups on top of ces networks qui gèrent différents langages de programmation. Donc, probablement un roll-up EVM pour être compatible avec l'écosystème Ethereum. Et je dis probablement parce que je suis pas sûr. Je pense que ça existe, la logique veut que ça existe, mais j'en connais pas de nom. Par contre, je sais qu'il y a un roll-up Solana VM, donc pour pouvoir faire fonctionner le code Solana sur les roll-ups de ces networks. Et ce roll-up, il s'appelle Nitro, on l'a couvert sur Coin Academy aussi. Pas de souci Warren, de toute façon il y a la rediff. Hein. Je vous disais Nitro, ouais. Nitro. Voilà, donc c'est un roll-up, c'est un layer 2 de ces networks qui permet d'être interopérable à la fois avec Cosmos et avec l'écosystème de développeurs Solana. Ça ne veut pas dire qu'il est interopérable nativement avec Solana. Ça veut dire qu'un développeur qui a déjà du code sur Solana, il peut porter son code sur le layer 2 Nitro. Solana, ça en est au premier degré, finito. Alors, pas du tout. Je suis content. Je suis content pour le moment de ne pas m'être trompé. Maintenant, il faut laisser le temps aux choses. Hein. Je vais pas te dire c'est bon, Solana il est sauvé, c'est reparti, machin. Moi, ça m'arrangerait, mais ce serait vous mentir à tous. Simplement, depuis le bottom, on est en x3. Soutien public de Vitalik. Écosystème de développeurs qui n'a pas totalement disparu. Il y a forcément plein de gens qui se sont fait la malle ou qui vont passer multi-chain parce qu'ils ont peur de l'avenir. Je le comprends. Et des initiatives diverses et variées. On a le
le téléphone Saga de Solana qui va sortir avec un OS spécifique Web3. Il commence à envoyer des téléphones à pas mal de développeurs, donc ça c'est plutôt cool. Il y a quoi d'autre que j'ai vu passer? Aussi le modèle de frais qui commence à aller un peu dans le sens de Bitcoin et Ethereum, où on n'est plus sur un frais pas cher du tout, classique. On a aussi la possibilité de payer plus cher pour faire passer ces transactions en priorité. Et il y a de plus en plus de transactions priorisées qui tapent. Ah, on va avoir un hausse de HR, encore une fois, bah c'est super sympa. Si ça arrive, c'est cool. Donc je continue sur Solana. Quoi d'autre? Bon, bah maintenant qu'ils se sont débarrassés de FTX et compagnie, on va voir s'ils sont capables de survivre en fait. Hein. La seule problématique court-moyen terme, c'est qu'on sait que FTX et Alameda ont énormément de Solana. Donc il peut quand même y avoir une certaine pression vendeuse sur le marché. Le projet en tant que tel, pour moi, toujours mérite son intérêt. Mais il y a quand même du lourd qui arrive. Il y a Aptos, il y aura bientôt Sui. Côté Layer 2, il va se passer plein de trucs de ouf avec... Arbitrum, avec Starknet, avec plein de trucs. Et même sur les layers 2 de Celestia, il va se passer plein de trucs. Donc en fait, c'est toujours pareil. C'est que soit Solana arrive à faire un vrai écosystème de développeurs et d'applications spécifiques à Solana, parce que c'était un des premiers écosystèmes à proposer le langage Rust et qu'il y a là les gens qui kiffent Rust. Soit ils se font complètement écraser par les nouveaux Layer 1 qui sont encore plus performants, plus sécurisés et qui n'ont jamais bugué historiquement. Et à ce moment-là, c'est finito. Mais pour moi, Solana, c'est pas fini. Après, vous savez que je suis biaisé parce que je suis particulièrement beaucoup ce projet. Donc faites attention quand même. Ok, pas de souci, Cryptaddict. Bah merci de l'info. Pas de souci. Voilà, donc... Il m'avait demandé 5 pépites. Hein. Donc j'ai dit Celestia, j'ai dit C-Network. D'ailleurs, on a une analyse fondamentale sur le sujet qui va arriver bientôt. Qu'est-ce qui me viendrait en tête là comme ça en tant qu'investisseur? Starknet, qui n'est pas sorti naturellement. Je me suis fait starkpiler par Abdel parce que déjà que j'étais assez boule sur Starknet sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Maintenant qu'Abdel m'a expliqué le pourquoi du comment, Starknet, je suis très chaud. Starknet, je suis très 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 chaud dans le sens où ça débloque vraiment le champ des possibles et qu'ils ont vraiment une armée de cracks chez eux, de cryptographes, de développeurs. Ils ont vraiment beaucoup de cracks et en fait, ça vient apporter tellement de valeur à Ethereum. Donc voilà, Starkware et c'est Layer 2, Layer 3, Starknet, très 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 chaud. Ouais. Le jeton n'est pas encore sorti, mais je suis ça avec attention. J'ai peur que ce soit trop capitalisé. Mais en tout cas, même l'économie, je la trouve géniale parce que, comme sur... comment ça s'appelle? Casper ou NIR, en fait, quand tu vas consommer un smart contract, tu as une partie des frais qui vont revenir aux développeurs des smart contracts. Donc c'est vraiment focus ce smart contract. Ensuite, toujours dans cette logique focus développeur smart contract, on a NIO. Quand vous avez présenté sur le site. Voilà, Newland. Donc, à suivre avec un peu plus d'attention. Là, c'est un petit peu plus spéculatif. Ce que je vais vous dire, c'est... Je maîtrise moins le sujet. Disons que les deux fondateurs me suivent. Le premier fondateur, c'est un des cofondateurs de Cosmos Network, c'est Jaekwon, qui aujourd'hui va être full focus sur ce projet-là. Le deuxième fondateur, c'est Manfred, c'est un Français qui est très très bon en cryptographie et en développement. C'est un des plus gros développeurs de l'écosystème open source sur GitHub. C'est vraiment une machine de guerre. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler avec le français, du coup. Et donc, l'idée, c'est de faire un espèce de Cosmos bis avec un langage de programmation dérivé du Go de Google, qui est un langage d'ailleurs qui plaît pas mal et qui n'est pas très présent aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Donc, ça peut ramener son propre écosystème de développeurs, ceux qui sont ni sur le Solidity ni sur Rust. Et voilà, c'est un nouveau consensus. Là-dessus, je ne maîtrise pas totalement. Je parie sur ce projet-là naïvement parce que les gens qui sont derrière le projet, c'est des brutes et que ça reprend un peu les bonnes choses de Cosmos. Alors, tu me parles de Arketic, Iril. Vu qu'on est dans le top 5, c'est vrai qu'Arketic, moi, il y a quelque chose qui me plaît chez eux, c'est toute la partie identification. Alors, c'est Arketic, je crois que je l'ai très mal écrit. Attends. Alors, est-ce que je le mettrai dans mon top 5? Je sais pas, mais en tout cas, je
Je suis curieux, effectivement. Pourquoi? Parce qu'ils essaient en fait d'avoir un système d'authentification assez unique pour rendre le parcours utilisateur plus sympa que des clés privées et clés publiques. Et faire ça au niveau du protocole, en intégrant la norme FIDO2 notamment. FIDO2, si vous voulez, c'est une norme. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. C'est une norme d'identification biométrique, mais pas que, je crois. L'idée, c'est qu'en fait, quand tu veux te connecter, au lieu d'être sur un classique email et mot de passe tout pourri, et bah que tu aies une connexion, par exemple avec un Face ID ou ton empreinte biométrique ou une signature unique, je sais pas, ça peut être ton ADN, j'en sais rien, quand tu peux mettre ça en place facilement, mais pour permettre d'aller plus dans le sens de la sécurité, mais aussi de l'interface utilisateur, voilà, de rendre le parcours utilisateur plus sympa. Je parle beaucoup, donc désolé, il y a des moments j'ai petit trou de mémoire. Voilà, donc Arketic que je regarde rapidement. Donc pour le moment, je vous ai dit Celestia, CNetwork, Starknet, Newland. Allez, je vais essayer d'en trouver un dernier qui me chauffe bien. Je sais pas. Je sais pas en fait. Je crois que je vais bloquer à 4 dans les pépites. Je vais bloquer à 4. Je regarde un petit peu ce que vous me dites dans le chat. Je vois plein de noms. Hein. Je vois plein de noms. Mina, je sais pas. Vu qu'il y a Starkware, Aleph 0, je sais pas non plus. Aleph 0, ouais, c'est un Layer 1 performance de ouf. XK, pour le moment, c'est un de mes plus gros bags, mais je reste vraiment sur ma faim. Donc, clairement, je te parlerai pas de pépite avec XK. J'en ai parlé à Reda, hein, il est au courant. Iris, je sais pas ce que c'est. Agoric, pas suffisant. Les Layer 2 en Optimistic Rollup, non. Nervos, non. Radiant, je sais pas ce que c'est. The Graph, non. Non, je crois que je vais bloquer à 4. Hein. Et j'ai eu un message intéressant où il me disait c'était très Cosmos ta vision. Bah, c'est pas Cosmos à proprement parler. C'est interopérabilité, donc là, effectivement, Cosmos, et modularité. Modularité, dans quel sens? Bah, parce qu'un roll-up, en fait, potentiellement, il peut jongler entre différents layer 1. Donc, même si un roll-up, c'est une blockchain à part entière... Attendez, je coupe la musique. Même si là, un roll-up, c'est une blockchain à part entière, tu peux avoir des roll-up avec le langage Solidity d'Ethereum. Tu peux avoir des roll-up avec le langage Rust, qui est utilisé notamment sur Solana. Des roll-up avec le langage Move, utilisé pour Sui et Aptos. Tu peux avoir des roll-up avec un langage spécifique à ce roll-up. Et potentiellement, en fait, ces roll-up, ils peuvent passer de layer 1 en layer 1 en fonction du besoin de sécurité ou du besoin de stockage de données. Donc cette modularité, elle est vraiment intéressante, en fait. Elle est vraiment intéressante. Et si jamais 500 viewers en ont cumulé, bien joué. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est lié au fait que je fais que parler. Donc du coup, vous vous ennuyez pas pendant ce live. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si c'est pas fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va retourner sur la chaîne de Coin Academy. C'est l'instant publicité. Mais c'est pas de la pub pour de la pub. C'est qu'en fait, franchement, j'insiste là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup pour les subs accessoirement. J'en ai eu 2 avant. J'ai oublié de remercier les pseudos. Merci Nerou. En fait, je prends un exemple. J'ai fait une interview d'Abdel The Merge trop tôt. On a essayé de mettre un titre générique, mais en fait, on parle pas que de The Merge. On parle de sharding, on parle de Starknet et on parle de Zik et EVM. Et la vidéo, elle est trop bien en fait. Elle est trop bien parce qu'il t'explique absolument tout ce que tu as besoin de savoir. C'est-à-dire, pourquoi Ethereum au final n'a pas mis la priorité. Merci beaucoup Rizak pour le sub. Pourquoi Ethereum n'a pas mis la priorité sur le sharding, mais plutôt sur les roll-up. C'est vrai. Et aussi sur le proof of stake. Ensuite, les problématiques potentielles du sharding. Abdel, lui, est convaincu que le futur sharding d'Ethereum, s'il y a, sera le meilleur sharding qui soit sur le marché. Ensuite, il nous parle de Starknet et de son langage Kero et le fait qu'en fait, Starknet est vraiment pensé pour la performance absolue, là où le langage Solidity d'Ethereum,
c'est vraiment un langage de merde. Et en fait, tous les gens de l'écosystème me le disent plus ou moins. C'est que aujourd'hui, c'est devenu le standard, mais c'est un langage de merde. C'est pas un langage suffisamment performant et sécurisé. Mais bon, tout le monde l'utilise. Donc, si tu veux vraiment la performance et la sécurité, bah, ça va se passer sur des langages comme le Rust, le Move ou le Kero de Starkware. Ou plein d'autres en fait. Franchement, je suis pas développeur, donc j'ai pas la maîtrise absolue sur le sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il nous parle des différents types de ZK EVM. Donc là, c'est pareil, hein, je vous laisse tous les liens en description. Mais en fait, les différents types de ZK EVM, Abdel l'explique mieux que moi dans la vidéo, mais en gros, l'idée, on va reprendre tous les points. Déjà, le VM, c'est quoi? C'est la machine virtuelle Ethereum. C'est l'environnement où tu exécutes tout ce que tu as exécuté, les opérations, les smart contracts, etc. etc. D'accord? Une ZK EVM, en fait, c'est utiliser les Zero Knowledge Proof sur de l'EVM. Et ensuite, les différents types de ZK EVM, bah, c'est des niveaux de compatibilité et de performance. C'est-à-dire que plus tu vas être compatible avec ce qu'est capable de faire Ethereum aujourd'hui, et moins tu seras performant. Et plus tu vas t'en éloigner, et plus potentiellement tu seras performant. Donc c'est pour ça que tu as plein d'écosystèmes qui font du ZK EVM. Je pense aux différents produits de Polygon, je pense à Scroll, je pense à Tango, je pense à Kakarot sur l'écosystème Starkware. Chacun est plus ou moins compatible avec Ethereum. Et donc on essaie de les ranger dans des cases de type de VM. Voilà, ces cases, elles ont été inventées par Vitalik. Si ça se trouve, dans 6 mois ou 1 an, on parlera même plus de type 1, type 2, type 2,5, type 3, type 4. Ce sera encore des nouveaux noms. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, je vous remets la vidéo sur le sujet parce que c'est très technique, mais c'est trop intéressant. Je suis trop content d'avoir des cracks comme Abdel dans mon réseau pour m'expliquer des trucs comme ça. Et dans la description, vous avez les liens pour suivre Abdel naturellement, mais aussi pour comprendre les différentes classifications de ZK EVM. C'est en anglais. C'est en anglais, mais vous savez, hein, vous faites un F5 sur Google Chrome, vous mettez un coup de traduction, et puis voilà. Hein. Et s'il y a des trucs qui sont pas clairs, vous ouvrez la même page en anglais et vous essayez de le lire en anglais, ça vous permet de comprendre. Voilà. Ensuite, on continue. Toujours sur la chaîne de Coin Academy. Donc, comme je vous disais en début d'émission, on a des petites émissions où on va analyser plein de cryptos, on va se marrer. Là, c'est pareil. Je parle d'un rapport qui a été produit par... alors, comment ça s'appelle déjà la boîte qui a produit le rapport? C'est The Block, voilà. The Block. Je fais le point sur le rapport et les différents Layer 1 analysés. Donc là, c'est pareil, c'est du pur fonda pour de l'investissement et pour les passionnés, c'est génial. L'un va avec l'autre, hein. C'est que tu peux être un pur passionné de tech, t'es pas là pour la thune, ou tu peux être là purement pour la thune. Dans tous les cas, les deux vont très bien. Et comme je vous disais, pas mal d'interviews de produits qui étaient là lors de la conférence Solana Breakpoint. C'est beaucoup de produits Solana, mais pas que, et ça permet de se tenir au courant. Voilà, je vous remets la chaîne Coin Academy pour les intéresser. Je te connaissais juste de nom, mais j'avais des a priori sur toi, mais finalement, je viens de te follow, tu fais du bon contenu. Merci beaucoup, Badge. J'aimerais bien savoir quel type d'a priori tu as sur moi. T'es pas obligé de me répondre. Capet, si tu suis Glimmer, tu pourrais aimer Moonwell, Artemis. Si Polka ne merde pas, ils ont un gros potentiel. Ouais, Polka, je reste sur ma faim. Je suis de loin. Lors des meet-up crypto, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui bossait. Je sais pas s'il y bosse encore. Si, je crois qu'il y bosse encore chez Polkadot France qui m'explique un petit peu ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que Polkadot, je reste sur ma faim. D'ailleurs, toujours dans l'instant pub, Meetup Crypto Luxembourg. Je vais essayer de le trouver. Si jamais vous êtes à Metz, à Thionville ou au Luxembourg ou dans le coin et que vous voulez venir au Meetup Crypto, nous, tous les derniers vendredis du mois, au Luxembourg, au Respawn Bar près de la gare, on fait un Meetup. On est généralement une dizaine ou une quinzaine de personnes. Des fois, il y a Emily, des fois, il n'y a pas. Mark Zeller est venu ce vendredi pour la première fois. Moi, j'y suis quasiment à chaque fois. Il y a mon ami Valentin qui est très chaud aussi, qui lui est Avalanche maximaliste. On a des développeurs, on a des gens qui découvrent. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Hein. Voilà, d'ailleurs, je vais le noter là. Attendez, comme ça, je le mettrai dans la description YouTube aussi. Je remets un petit peu de musique. Et on continue. Bah écoutez, on n'a pas parlé des actualités de la semaine. On va faire un peu le point sur les actus. Très rapide, hein, je ne vais pas vous manger le crâne avec les actus. On va essayer de rester sur ce qui est intéressant surtout. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans les actus de la semaine?
Je mets la musique et puis je le recoupe. On a la liste des créditeurs de FTX dévoilée. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi ils sont créditeurs. On ne sait pas les sommes, mais on a les noms. Et dans les noms des créditeurs, on a Amazon Web Services, Apple, Meta, LinkedIn, Twitter, Netflix, Adobe. Et côté crypto, on a Coinbase, Binance Capital Management, Chain Analysis, Yuga Labs, qui est la boîte derrière les NFT Bored Ape, Doodles, une connexion de NFT, BlockFi et Silvergate Bank. On a aussi le Premier ministre des Bahamas, le Bureau des impôts des États américains, des affaires et commissions du procureur général. Donc il y a vraiment pas mal de gros noms. Et on sait que FTX doit au moins 3 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. Donc on imagine qu'ils doivent beaucoup plus à tous les créanciers. On en avait parlé d'ailleurs dans les émissions précédentes. Ça sent plutôt bon pour les victimes de FTX. Alors, je pense que ça va mettre quelques années avant qu'on revoie notre argent. Mais potentiellement, je pense qu'il y a un petit 50% à récupérer au moins de la somme qui a été perdue. Parce qu'il y a tellement d'actifs que ça peut le faire. Ça peut le faire. Tu as raté ça. Attends, fais voir ce que j'ai raté. Société Générale, hein. Oui, il y a aussi ces boîtes-là, tout à fait. Tout à fait, j'avais vu passer l'info, c'est vrai. Vas-y, je remets la musique. Ensuite, on a SushiSwap qui veut lancer des contrats perpétuels dérivés. Ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, à l'époque, on a eu Uniswap, qui est un des premiers protocoles de finance décentralisée qui permettait de swapper des jetons. Ensuite, il y a eu un fork d'Uniswap nommé SushiSwap avec le lancement d'un jeton. C'est d'ailleurs pour ça qu'après Uniswap a lancé un jeton pour faire comme SushiSwap. SushiSwap a eu son heure de gloire. Ensuite, il y a eu des dramas avec l'ancien créateur. On n'a jamais su qui était l'ancien créateur, mais certaines rumeurs disent que potentiellement c'était SBF de FTX parce qu'ils ont la même façon de parler et que quand SushiSwap est parti en sucette, il a filé une des clés à SBF, donc l'histoire est assez bizarre à ce niveau-là. Il y a eu d'autres dramas par rapport à SushiSwap, mais au-delà des dramas, la tokenomique, elle est insuffisante. Et c'est pour ça que le jeton, il s'en porte très mal. Et ça commence à devenir extrêmement problématique. Ce que me disait l'infréquentable tout à l'heure, j'ai pas tout compris de fond en comble, mais apparemment la tokenomique, elle est tellement catastrophique par rapport à la trésorerie et à l'avenir du protocole qu'il va être obligé de revoir totalement la tokenomique pour sauver le projet. Donc, souhaitons leur bonne chance et on imagine que cette initiative fait partie. Excusez-moi. Cette initiative fait partie du futur de SushiSwap parce qu'aujourd'hui, SushiSwap est exclusivement sur Ethereum. Il devait à un moment donné passer sur Solana aussi. Ça ne s'est pas fait. Bizarre. Je vous disais tout à l'heure, SBF, potentiel créateur de SushiSwap. Bon, moi j'aurais tendance à penser qu'il pourrait qu'SBF fasse partie des créateurs de SushiSwap. Mais bon, bref. SushiSwap ne va pas rester que sur Ethereum prochainement. Il va aussi être sur C-Network. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est donc un Layer 1 basé sur Cosmos. Et ils ont fait ce choix-là. Probablement pour être dans l'air du temps. Mais aussi c'est logique parce que d'une, tu vas avoir la performance. Mais genre vraiment beaucoup de performance. Parce que C-Network, ça pulse. Sur le papier. Après, dans les faits, on verra. Mais sur le papier, ça pulse hardcore. Voilà, finalité en 600 millisecondes, 22 000 transactions par seconde. Bref, voilà. Et en plus de ça, comme c'est basé sur le SDK Cosmos avec IBC, il va y avoir de l'interopérabilité. Et potentiellement, ça peut ouvrir de nouvelles portes à Sushi. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. Je prends un moment pour boire et lire le chat. On m'a demandé un mode sombre. Voilà. Excusez-moi. À quand l'emote chapeau de lui? Il faudrait, hein. C'est quoi? C-Network, c'est quelle crypto? Elle n'est pas encore sortie, la crypto. Elle n'est pas encore sortie, la crypto, mais c'est C-Network. Et on a une analyse fondamentale sur le sujet qui sortira bientôt. Ensuite, on a AV qui s'apprête à lancer sa V3. J'ai envoyé un DM à Mark Zeller tout à l'heure. Je vais essayer de l'inviter dans une prochaine émission pour qu'il nous explique ce qu'il en est. Vous savez que moi, la DeFi, c'est vraiment là où je pêche le plus. En tout cas, voilà, j'ai compris à peu près de quoi il s'agissait. La V3, ça va être un produit plus optimisé pour le capital. Donc,
un protocole plus poussé, disons. Et il va commencer avec 3 types d'actifs, donc du Bitcoin, de l'Ether, des Ethers stakés, vous savez, ceux qui sont stakés sur Lido notamment, de l'USDC, du DAI, du Link et de l'AAV. Voilà. Ça, c'est pour commencer. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, AAV est un protocole multi-chain. Ils sont sur Avalanche, Optimism, Polygon, Phantom, Harmony et Arbitrum. Et bientôt, ils seront sur Starknet. Et ce que me disait Mark Zeller, c'est que l'avantage avec Starknet, c'est que tu as tellement de performance que ça va leur permettre de proposer potentiellement des produits qu'ils ne pourraient pas vraiment proposer ailleurs de par les performances. Parce que vous noterez quelque chose, dans toutes les chaînes qui sont proposées sur AAV, c'est exclusivement des chaînes EVM, tout ça. Ça, Avalanche, bah, c'est une chaîne EVM, enfin... Tu as un des subnets d'Avalanche qui est EVM. Optimism, c'est un Layer 2 Ethereum. Polygon, c'est EVM. Phantom, c'est EVM. Harmony aussi. Et Arbitrum, pareil, c'est un Layer 2 d'Ethereum. Starknet, c'est un Layer 2 d'Ethereum, mais c'est pas de l'EVM nativement. Donc du coup, ça leur demande de devoir refaire totalement le protocole exclusivement pour cette blockchain, enfin pour ce Layer 2, mais après, tu as les performances qui vont avec. Donc c'est ça qui est intéressant. On a une date de sortie de Starknet, pas à ma connaissance. Il va y avoir une conférence Coin Academy cette année. Ah, on me la pose souvent cette question. Pour le moment, c'est pas prévu là comme ça. Enfin, on n'a rien de prévu, mais ça pourrait se faire. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Surtout si le marché il continue d'être appétissant. Comme ça, on aura un peu plus de facilité à remplir les places. Parce que vous savez, en fait, le problème, quand tu fais ce genre de conférence, bon, quand t'es rodé, tu fais ça aussi pour l'argent, machin, truc. Nous, la première conférence, on l'a pas faite pour l'argent. On n'a pas perdu d'argent, on a gagné un petit peu d'argent, mais c'est de l'argent qu'on aurait pu gagner autrement si on avait passé du temps ailleurs. Mais c'était stressant, parce que voilà, t'as envie de remplir toutes les places, t'as envie que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, t'as envie de mettre bien les partenaires, t'as envie de mettre bien les gens qui viennent à la conférence. Donc c'est plus facile de remplir des places de conférence en bull run qu'en bear market, ça c'est clair. Nous, quand on a fait la conférence, on n'était pas vraiment en bear, quoi. Donc ça allait. Ensuite, on a le compte Twitter de Robinhood qui a été piraté. On ne sait pas, cependant, exactement comment ça a été piraté, mais on imagine que la source d'incident, ça a été un fournisseur tierce. Bon, le piratage n'était pas très méchant. Il n'y a eu que 25 personnes qui se sont fait avoir. En gros, le compte a été piraté. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le hacker, il a posté un tweet pour dire « Ouais, on sort un jeton sur la BNB Chain, etc. » Donc, tu as des gens qui sont allés vite acheter le jeton. Et au final, ça représentait que très peu d'argent. Donc, le hacker a quasiment pas gagné d'argent, donc ça va. Si jamais Robinhood, c'est une plateforme d'échange. Et Kevin Rose, donc ça, c'est le fondateur du projet NFT Moonbirds, qui était un projet qui avait explosé à un moment donné. Lui s'est fait pirater, mais il ne sait pas encore comment ça s'est passé. Mais il s'est fait voler pour un peu plus d'1,4 million de dollars de NFT. Et c'est assez hardcore. C'est assez hardcore et c'est pas rassurant parce qu'en fait, ces piratages, ça arrive tout le temps. Et d'un côté, tu te dis, pourquoi t'avais pas mis ça sur un ledger? T'as des millions, pourquoi tu gardes pas ça sur un ledger? Mais d'un autre côté, j'ai pas tous les détails. Donc voilà. En tout cas, le hacker, c'est bien ralasse. C'est le cas de le dire. Qui a pris un scam via OpenSea, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Ensuite, on a MakerDAO, le protocole derrière le stablecoin DAI, qui veut 100 millions d'USDC dans Yearn. Yearn, c'est un protocole de finance décentralisée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ça, cette news, elle est intéressante pour vous en parler rapidement, c'est que MakerDAO, c'est un peu comme une banque centrale, mais sauce crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est collatéralisé par des Ethers et différents stablecoins pour émettre des nouveaux stablecoins. Et donc ce protocole, il est bien géré par quelqu'un, il est géré par des équipes. Donc ces équipes, il faut les payer. Et donc ils ont une trésorerie, ils ont une DAO, donc une organisation décentralisée gérée par la communauté. Et l'idée en fait, c'est que tout l'argent que le protocole a, bah, il pourrait faire des bébés cet argent, il pourrait toucher de l'intérêt. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est poser 100 millions dans le protocole Yearn pour toucher un taux d'intérêt de 2% par an, soit 2 millions de dollars. Parce qu'effectivement, si tu prends ton petit 2 millions de dollars, bah, tu as de quoi payer toutes tes ressources, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils sont déjà sur d'autres protocoles, on les a notés normalement, voilà, AAV, Compound et Idle Finance. Comment se positionner sur l'écosystème Starknet? Ah, il fait la pub, Cyril, ça fait plaisir. Oui, effectivement,
pour ceux que ça intéresse, hein, tout à l'heure je vous ai parlé de Celestia. Celestia, on a couvert, hein, on a fait une vidéo dessus, on a fait des articles dessus pour expliquer, parce qu'on parle de Celestia, mais on parle aussi des Celestium. Starknet, Starkware, on a couvert aussi dans différents articles. Voilà. Airdrop Starknet, comment être éligible. On a parlé des Recursive Stark. On a parlé de ce que c'est, rapidement, de comment se positionner. Donc là, c'est pareil. N'hésitez pas à les lire, parce que c'est super intéressant. Pour avoir les bases. Les bases. Si vous voulez aller plus loin que les bases, c'est pas encore là sur Coin Academy. C-Network, ça va arriver sur Coin Academy. Et voilà. Et ensuite, l'actu en bref, vous l'avez vu, DYDX a repoussé de février à décembre le déblocage de ses jetons pour les investisseurs et les employés. Donc le jeton, il a pump. Le cofondateur de Yuga Labs, la boîte qui est derrière les NFT Bored Ape, a un gros souci au cœur et va prendre congé. Donc quel impact ça va avoir sur le projet, je sais pas, mais c'est pas top. Et malheureusement, c'est un souci de santé assez grave en ce qui le concerne. Le logiciel d'entraînement métaverse utilisé par Nike et Carlsberg lève 18 millions de dollars. Je ne sais pas de quel logiciel il s'agit. J'avoue que je n'ai pas vérifié l'information ici. Et Blockstream, ça c'est intéressant. Blockstream, la société d'infrastructure cryptographique, en fait c'est une boîte qui fait des développements autour de Bitcoin, lève 125 millions pour développer ses services de mining de Bitcoin. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Blockstream, c'est composé notamment de Adam Back qui est l'inventeur du Proof of Work à l'époque pour son projet Hashcash, et il propose plein de produits sur Bitcoin pour les institutionnels, mais pas que. Par exemple, ils ont Blockstream Satellites, c'est des satellites qu'ils envoient dans le ciel pour héberger la blockchain Bitcoin par satellite. Comme ça, si Internet coupe, on aura toujours un backup par satellite. Voilà. Et Liquid, c'est un layer 2 Bitcoin centralisé, institutionnel, pour des gens qui veulent émettre des actifs sur Bitcoin. Voilà. Ensuite, on a l'implémentation de Lightning. Alors, c'est pas vraiment eux qui ont inventé Lightning, mais ils y ont participé, parce que je crois qu'ils ont participé à Segwit aussi. Et puis, plein d'autres produits, voilà. Donc, c'est une petite mafia quand même, hein. J'ai dit mafia, pas méchant, c'est que, vous savez, dans les bitcoiners historiques, tu avais la mafia Bitcoin Cash avec Roger Ver et les créateurs de Bitmain. Bitmain, qui est une boîte de mining de Bitcoin, qui avait essayé de lancer Bitcoin Cash et de faire que Bitcoin Cash devienne le nouveau vrai Bitcoin acté numéro 1 sur CoinGecko et compagnie. Et tu as la mafia Bitcoin Core, qui est les personnes qui s'occupent des développements de Bitcoin, qui s'occupent du logiciel Bitcoin Core, qui sert à avoir des nœuds complets Bitcoin et aussi un wallet Bitcoin. Et ils sont pas trop copains. Et en fait, t'as pas un conflit d'intérêts, mais presque entre les développeurs de Bitcoin Core et Blockstream, si tu veux. En sachant que dans les investisseurs Blockstream, il y a tous les Illuminati qu'on connaît bien, les BlackRock et compagnie. Donc voilà. Tu peux dire, voilà, les grosses boîtes ont pris la main sur Bitcoin. C'est pas tout à fait vrai. Mais il faut le garder en tête quand même qu'il y a quand même un peu de vrai dans le sens où dans Blockstream, tu as des gens qui sont proches de Bitcoin Core. Peut-être même des gens de Bitcoin Core, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc ils ont aussi la main sur les mises à jour du protocole Bitcoin. Voilà, donc ça c'était pour le Coin Hebdo de cette semaine. Je vais faire un point très très rapide sur le Coin Hebdo de la semaine dernière parce que j'étais pas là la semaine dernière et il y avait des news sympas de mémoire. Voilà, donc je vais juste rester sur les news vraiment intéressantes. Oui, alors bon, ça quand même important. On a Genesis qui déclare faillite. Donc Genesis qui est une des filiales de Digital Currency Group. Apparemment, la société doit 3,6 milliards de dollars et ils sont très fâchés avec beaucoup de leurs partenaires commerciaux, dont Roger Ver, le créateur de Bitcoin Cash et un des plus gros Bitcoin maxi de l'histoire. Mais aussi l'entreprise, on en avait parlé, comment ça s'appelle, Gemini, qui est fondée par les deux frères qui avaient fondé l'idée Facebook. Donc ils sont vraiment dans le caca sur du court moyen terme. Donc Genesis, j'ai pas trop suivi individuellement, mais c'est assez big parce que Digital Currency Group, c'est un des plus gros groupes crypto qui existent. Donc voilà, des dettes à combler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est qui lui? Avram Eisenberg. Ah oui, donc ça c'était le gars qui avait manipulé le cours du jeton MNGO de Mango, qui est un protocole DeFi sur Solana. Donc il avait manipulé le prix du jeton pour le pousser à la hausse, je crois, pour s'en servir ensuite de collatéral pour sortir des stablecoins du protocole et gagner de l'argent, si je me souviens bien. Et il était tout content de dire ouais, j'ai exploité les failles du système, c'est pas illégal, patati patata. Et c'est pas illégal, mais il s'est fait attraper par le régulateur et surtout par les services pas les services secrets, mais je crois le FBI ou un truc comme ça aux US, donc il va avoir des comptes à rendre. Il va avoir des comptes à rendre avec l'État US. Ensuite, on a Brett Aronson, qui est l'ancien CEO de FTX US. FTX US, qui lance une petite boîte, qui laisse 5 millions de dollars. Voilà, affaire à suivre. Donc, c'est une boîte pour les institutionnels. D'ailleurs, dans les investisseurs, on peut voir du Coinbase, du Circle, les autres boîtes, je ne les connais pas. On a John Ray, le liquidateur actuel de FTX, qui parlait de la possibilité de relancer FTX. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que le fait déjà de dire que potentiellement FTX pourrait le relancer, c'est déjà un signal très positif pour le marché, mais c'est aussi un signal très positif par tous les actifs qui sont détenus par FTX et Alameda. Je pense à Solana, je pense à Serum, je pense aux startups qui ont été rachetées par FTX et compagnie. Et le fait que tous ces actifs prennent de la valeur, ça permet aux liquidateurs de trouver des liquidités, ces liquidités qui vont pouvoir servir à rembourser tous les créditeurs de FTX et Alameda. Donc ça, c'est positif. Et je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire, quand ils disent « ouais, c'est possible qu'on fasse ça », tout ça, c'est de la com pour que ça pump, pour trouver du fric, en fait. C'est pour ça, ce que je vous disais en début d'émission, ce que je disais en début d'émission, c'est que je vois beaucoup de signaux positifs en ce moment sur le marché. C'est peut-être un piège, mais... Voilà, moi je vous dis juste, c'est peut-être un piège, mais dormez pas, diguez, parce qu'il y a peut-être de la caillasse à faire. Je vous dis pas sur quoi, parce que je suis pas devin, j'en sais rien moi-même. Mais voilà, il y a moyen vraiment de trouver des trucs cool si vous êtes aussi là pour spéculer un peu. Je vois beaucoup de signaux positifs. Et pour te répondre, Hardis, sur ton message, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est dommage qu'il soit arrêté. Mais je pense qu'il a été arrêté pour donner un signal aux gens et les faire peur, en fait, plus qu'autre chose. Ou alors, ils vont l'engager pour qu'il bosse pour un fonds d'investissement, j'en sais rien. Ensuite, Binance saisit 124 BTC. Donc oui, c'est le protocole Harmony qui a été piraté. Et ils ont gelé les fonds. Ok, très bien. Venom Ventures, qui est une très 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 grosse boîte, est prête à investir $1 milliard dans le Web3. Donc c'est une boîte à Abu Dhabi. Et encore une fois, ça montre qu'il y a du gros fric qui veut arriver sur le marché. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ensuite, bon, les actus en bref. OSEF, Nexo, ils ont eu un souci avec, je crois, la Bulgarie. Apparemment, le souci est en train de se régler. Donc, Nexo, pour le moment, ça tient. Malgré tout le FUD, visiblement, ça tient. Mais je vous dis quand même de faire attention. OneInch, l'agrégateur de DEX, va lancer un hardware wallet. Et le vote final de l'UE concernant Mika a été reporté. Voilà. Comme d'hab. Ça me rappelle tous les rigolos qui ont acheté les gels hydroalcooliques sous prétexte de... Bah ouais, mais bon. Layer 0, t'en penses quoi? Layer 0, j'en pense quoi? Il y aura pas mal de concurrents. Tout à l'heure, vous me parliez d'Axelar. Axelar, on l'a couvert sur le site. On a fait une analyse d'Axelar pour en parler rapidement, qui est un protocole qui permet de faciliter l'interopérabilité multi-chain pour les protocoles qui ne sont pas forcément compatibles avec Cosmos et IBC par défaut, pour faire circuler des stablecoins notamment. Donc tu as Axelar d'un côté, tu as Layer 0 de l'autre, qui est un peu dans la même veine. Layer 0, voilà, c'est un protocole qui va permettre de faire circuler des informations et de la valeur d'une blockchain A à une blockchain B, qui essaie de miser sur la sécurité. Voilà. Donc faciliter l'interopérabilité. Moi, je pense que c'est des protocoles qui sont hyper importants. Et d'ailleurs, je viens de voir, je ne savais même pas, on a fait un article apparemment, comment être éligible au potentiel airdrop du protocole, parce qu'effectivement, il n'y a pas encore de jetons. Voilà. Mais on émet des pistes sur comment potentiellement toucher l'airdrop. Donc n'hésitez pas à le suivre. Surtout que si ça se passe sur des testnets, ça vous engage à rien financièrement. Ça vous demande juste d'y passer un petit peu de temps.
Et voilà. Bon, il y a aussi des trucs à faire sur différents mainnets, visiblement. Voilà. N'hésitez pas à le lire, il y a peut-être des sous à gagner sur un airdrop. Pour rappel, hein, Aptos, il y avait quelques centaines de jetons à gagner avec l'airdrop. Aujourd'hui, Aptos, il est à 18 $. Au moment où ça a été listé, il était vers les 10 $, un truc comme ça. Ouais, 14 à 7 $. Donc, des fois, avec les airdrops, tu peux vraiment te gaver. Hein. Layer 0, ça existe déjà, si je ne me trompe pas. Oui, oui, mais pas de jetons. Pas de jetons. Harmony, t'en penses quoi? J'aime pas trop. J'aime pas trop Harmony. Je saurais pas trop t'expliquer pourquoi, mais je sais pas, ça me fait pas vibrer. Toujours Bull sur Atom où il est décidé à se faire remplacer. Alors l'écosystème Atom, je suis Bull. Le jeton Atom, c'est compliqué, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le futur du protocole. Il y a constamment des propositions pour faire évoluer la tokenomique, mais ils n'aiment pas. Donc les propositions se font refuser, et je dirais que la tokenomique en l'état, elle est pas suffisante. Maintenant, en bullrun, il pumpera comme les autres, hein, selon moi, mais si on devait se projeter sur 5 ans, 10 ans, la tokenomique, elle est un peu casse-tête. Et quand tu vois des projets comme Newland ou Celestia ou d'autres qui arrivent, t'as envie d'aller spéculer ailleurs. En fait, moi, en tant que spéculateur, ce que je surveille principalement, ça va être les exchanges décentralisés, naturellement, on va en parler juste après. Ça va être les Layer 1 monolithiques ultra performants type C-Network, Solana, Aptos, Sui et j'en passe. Les Layer 2 de Celestia et d'Ethereum, donc Arbitrum, Starknet, ce genre de trucs. Et après, des petits coups de cœur à gauche, à droite. Mais en tout cas, fondamentalement, je pense que tôt ou tard, les Layer 1 monolithiques vont mourir ou vont devenir des Layer 2 de Layer 1 qui sont modulaires. La logique des Layer 2, de la modularité, là c'est pareil, Abdel me l'a expliqué et aujourd'hui j'en suis absolument convaincu. L'ami Mark Zeller, pareil, il pense que c'est dans cette direction qu'on va. Maintenant, les VC aujourd'hui, ils mettent des billes partout, dont les Layer 1 monolithiques. Ils ont du NIR Protocol, ils ont du Solana, ils ont du Aptos, ils ont du Sui quand le jeton va sortir, ils ont du Starknet quand ça va sortir. Donc, il y aura à boire et à manger pendant ces prochaines années sur les Layer 1 monolithiques. Pour moi, ça va pump. Hein. Voilà, si... je peux me tromper, hein, mais là où il y a de l'argent à faire, il y aura des market makers, il y aura des VC, donc il ne faut pas dormir là-dessus. Maintenant, si je devais me projeter sur 10 ou 15 ans, bah, je me projette sur la modularité, voilà, tout simplement. Qu'on m'explique pourquoi personne ne voit la limite des chaînes Cosmos qui individuellement ne scalent déjà suffisamment pas. Bah, elles peuvent scale avec des layers 2, comme c'est le cas de ces networks. Et ensuite, tu peux déployer des nouvelles chaînes souveraines et avec l'intern chain security, bah, faciliter le déploiement rapide de validateurs sur ces chaînes. Un avis sur Monero? Bah, Monero, c'est le vilain petit canard. C'est un top projet, hein, Monero pour... Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est juste qu'il n'est pas listé sur beaucoup d'exchanges parce que bah, ils ont peur des représailles vis-à-vis des régulateurs. Mais aujourd'hui, Monero, il est utilisé absolument partout sur le Darknet. Il est utilisé par les gens qui veulent quelque chose d'intraçable. Et ça fonctionne. C'est en proof of work, ça fonctionne. Donc voilà. Maintenant, côté tokenomics, bon, il y a un peu d'inflation. Côté mineur, c'est absolument pas minable c'est absolument pas rentable à miner. Bon. Si t'as envie, mets ta pièce, hein, ça se trouve, t'auras raison. Moi, ce qui me fait peur avec le Monero, c'est que c'est un petit peu comme Zcash. C'est des trucs où... Comme il n'y a pas de smart contract dessus, et que c'est pas les chouchous des exchanges, de peur des représailles vis-à-vis des régulateurs, de par le fait que c'est des transactions qui sont intraçables, ou hybrides, parce que sur Zcash, t'as du traçable et de l'intraçable. Bah, tu vois, ça prend pas. Zcash... Il a raté son bull run sur le cycle précédent et c'est pas top. Tu vois, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Monero, je sais pas si on a fait un nouvel ATH sur le bull run. Non, on n'a pas fait de nouvelle ATH, tu vois. Donc, ouais. Je sais pas trop
trop quoi te dire. Tu vois, là, je trace un truc à la zob, mais en gros, l'idée, c'est de dire quoi? C'est que si ça peut casser sans servir de rebond, pas, ce serait sympa. Si ça peut casser sans servir de rebond, pourquoi pas? Pour aller chercher ensuite un nouvel ATH. Mais il y a du boulot, quoi. Tu vois. Là où t'as des jetons où c'est bullish. Tu vois, je suis pas trader, mais je passe assez de temps avec Picsou pour comprendre que le top, c'est un jeton qui, à chaque nouveau bull run, fait des nouveaux ATH. C'est mieux. Voilà, disons que c'est mieux. Parce que tout va trop vite en crypto, en fait. Hein. Monero est pas intraçable. Alors, Monero s'est mis à jour et il est possible que lors des premières implémentations de Monero, ça manquait de sécurité, donc il y a eu une possibilité de tracer. Mais depuis, il y a eu là les mises à jour sur Monero pour rendre ça encore plus intraçable qu'avant. Aujourd'hui, tout le Darknet utilise Monero pour les bonnes raisons. Peut-être que demain, quelqu'un trouvera comment contourner la ring security de Monero et ce sera pas bon. Mais pour le moment, ça se passe. Tu penses quoi de Bifi? En tant que protocole, c'est sympa. En tant que jeton, je sais pas trop quoi en penser. Secret Network est un concurrent. Ouais, kind of, ouais. C'est vrai. Je crois qu'ils avaient eu un drama, Secret Network. Ouais. Je sais plus ce qui s'était passé, mais il leur était arrivé un truc. Faut se méfier avec les crypto-monnaies anonymes parce que... Moi, dans mon premier bull run en 2017, je me suis dit, ouais, les crypto-monnaies anonymes, c'est obligé que ça pète. McAfee disait pareil, d'ailleurs, avant d'être décédé. Mais spéculer, je parle bien de spéculer, hein, pas d'usage. Spéculer sur les crypto-monnaies anonymes, de ce que je vois, c'est pas un bet qui est payant. Spéculer sur des Layer 1, c'est payant. Spéculer sur la DeFi lors de la DeFi Summer, c'était payant. Faut essayer d'aller là où va l'argent, en fait. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. AV, t'as accumulé un peu? Pas du tout. Il va y avoir de l'anonymat sur Starknet. Starknet permet aussi de faire de l'anonymat, mais c'est clairement pas leur priorité. Ils sont concentrés sur le computing. Mais oui, les Zero Knowledge Proof peuvent permettre l'anonymat. Le truc, c'est que si tu fais une propagande comme quoi ton protocole permet l'anonymat, ça va faire plaisir à quelques crypto-anarchistes, mais tu vas juste attirer les emmerdes des régulateurs. Donc c'est pas très intelligent de le faire, tu vois ce que je veux dire? Anonymat sera les Layer 3. Ouais, les Layer 3 et les Layer 4. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce sera des petites fonctionnalités facultatives qu'on ajoutera à des blockchains. Si besoin est. Voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre, les potes? On en a vu des choses ce soir, hein. C'est hardcore. Hein. N'hésitez pas à follow Twitch si vous aimez bien. Tous les dimanches, on est en live. Tous les dimanches. Hein. Quasiment sans exception, depuis 2 ans. Pour parler de crypto-monnaie. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, alors rapidement, j'ai pas assez dig. On a dit qu'on allait en parler. C'est le play des exchanges décentralisés. Alors je me suis fait une petite liste Twitter que je vous partage, si vous voulez la suivre, pour se renseigner un petit peu. J'ai pas encore joué le jeu à fond, mais ce que j'aime bien faire en tant que spéculateur sur le marché des cryptos, c'est spéculer du coup sur ce qui peut marcher. Et pour moi, tout ce qui est finance décentralisée et plus particulièrement échange décentralisé, marketplace NFT décentralisé, ça a de l'avenir parce que à chaque bull run, on a des piratages d'exchange, des exchanges qui se barrent avec la caisse, etc. Le cas FTX, ça a choqué beaucoup de monde. Et ça montre à quel point c'est évident qu'il nous faut des échanges décentralisés de qualité. Donc avec de la liquidité, avec des temps de réponse super bas, des frais de transaction super bas, pour pouvoir spéculer comme on a l'habitude de faire sur un Binance, etc. etc. Donc dans les plus gros exchanges décentralisés, vous avez DYDX. Nous, on est partenaire DYDX avec Coin Academy. Donc c'est basé sur un StarkEx. Donc c'est basé sur la technologie de Starknet, hein, si jamais. Mais ils vont passer à Cosmos Network soon. Dans quel intérêt? Justement, avoir un peu plus de contrôle sur la gouvernance et puis potentiellement pouvoir faire plus de choses parce que j'imagine qu'il y a des limitations sur les StarkEx de Starknet. Profiter de l'interopérabilité aussi, c'est ça qui est sympa avec Cosmos.
Voilà pour DYDX. Donc, je vous montre rapidement. Hein, c'est un exchange en fait. Hein. C'est littéralement un exchange. Mais c'est sur Ethereum. Donc tu payes quand même tes frais de transaction Ethereum. Quand tu dois autoriser un nouvel actif pour le trader, tu dois payer des frais, etc. Donc ça coûte un peu cher. Ce sera probablement moins cher sur Cosmos. Donc ça va être sympa aussi. Voilà. Ensuite, tu as GMX. Concurrent, hein, concurrent de DYDX, à peu près sur la même chose. Très concentré sur les pertes, mais j'imagine qu'il y aura du spot qui arrivera. Pour le moment déployé sur Arbitrum et Avalanche, mais il y aura d'autres blockchains qui vont s'ajouter bientôt. Donc l'avantage d'Arbitrum et Avalanche, c'est que potentiellement c'est moins cher. Et après, il y a plein de concurrents. Donc il faut regarder si le protocole a une bonne tokenomique. Chez MX, visiblement, on a une bonne parce que c'est un des seuls protocoles rentables avec AAV. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ils font des nouveaux ATH. Donc là, pareil, c'est plutôt stylé. Ça prouve que je ne suis pas le seul spéculateur qui pense que les DEX ont de l'avenir. Mais potentiellement, il peut y avoir des concurrents de DYDX et GMX qui arriveront avec des trucs encore plus stylés. Je ne maîtrise pas encore assez. Je ne vais pas vous mentir. Il faudrait que je teste tous les produits, que je regarde les frais, la tokenomique, vraiment que je compare point par point. Mais c'est dans cette direction qu'on doit aller, c'est évident. Et pour moi, les DEX doivent être soit des Layer 2 d'Ethereum, soit des AppChain sur Cosmos, sur Celestia, sur Dimension, peu importe. C'est quoi la différence entre modulaire et interopérable? En voilà une bonne question. Et je m'excuse d'ailleurs si je rate des messages intéressants dans le chat. N'hésitez pas à les reposer. Alors, modulaire, c'est-à-dire que c'est une architecture sous forme de microservices ou forme de briques, d'une certaine façon. Alors, on a comprendre l'évolution de la blockchain monolithique à modulaire. C'est-à-dire que tu vois, à la base, Bitcoin est monolithique, mais devient modulaire parce que grâce à Lightning Network, tu peux déporter le transactionnel aussi en dehors de Bitcoin sur Lightning Network. Dans le cas d'Ethereum, ça va encore plus loin parce que tu vas avoir des roll-ups spécifiques pour les smart contracts, pour le transactionnel. Et Ethereum va se diviser en plusieurs couches pour être optimisé pour le stockage de données, l'exécution des transactions, etc., etc. Attendez, j'essaie de voir ça, voilà. Celestia va encore plus loin qu'Ethereum dans la modularité. Donc voilà, c'est vraiment une logique de briques. C'est identifier ton layer, qu'est-ce qu'il fait. Ton layer, il stocke de la donnée. Il y a un consensus dessus. Il y a des gens qui se mettent d'accord pour les informations qui s'y passent. Ton layer, il va exécuter des transactions. Il va exécuter des smart contracts. Potentiellement, tu pourrais dire, voilà, il gère des NFT. Bref, tu fais ta liste de tout ce que fait ta blockchain, ton réseau blockchain, on va dire. Et voilà, ça, c'est la modularité. L'interopérabilité, c'est la communication entre différentes couches. Donc, différentes blockchains ou différents layers 2 ou différentes applications, simplement. C'est ça l'interopérabilité. C'est deux choses complètement différentes. Et un troisième terme, tu ne m'as pas posé la question, mais je pense que ça vient s'ajouter à ta question, c'est la composabilité, cette fois. J'espère que je vais le trouver, voilà. La composabilité, ça va un peu avec l'interopérabilité, c'est la facilité à pouvoir emboîter des applications ou des services entre eux. Tu vois ? Tu peux, par exemple, te dire, moi, j'aimerais bien que sur Solana, je fasse fonctionner des smart contracts Ethereum. À quel point c'est difficile à faire. Et ensuite, j'aimerais bien que mon application, elle fonctionne sur Ethereum et sur Solana en même temps. Eh bien, à quel point c'est difficile à faire. À quel point tel ou tel protocole, application, layer est composable avec les autres. Ça, c'est la composabilité. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions, le chat? Avalanche est technologiquement bien meilleur qu'Ethereum en tout point. Il n'y a juste pas l'effet de réseau historique Ethereum. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Mais Ethereum est sorti en 2014. Avalanche est sorti plus tard. Mais Avalanche fait partie des layers 0. Parce que je l'ai appelé layer 1 pendant longtemps. Mais c'est un layer 0 en réalité. Que je surveille avec attention. J'ai mon ami Valentin qui est Avalanche maximaliste. Donc il me tient toujours au courant de ce qui se passe.
Mais c'est vrai qu'Avalanche, c'est intéressant parce que, en fait, c'est une logique un peu hybride entre l'Ethereum modulaire et Cosmos. L'idée, c'est de se dire, tu as l'écosystème Avalanche. Attendez, je vais retourner où j'étais. Vraiment, on a fait une analyse de Avalanche. Faut que je la retrouve. Voilà, on a parlé des subnets. On a présenté le block Explorer. On a fait une comparaison avec Ethereum. Et on a fait une analyse fondamentale. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir, dans le cas d'Avalanche, pour le comparer rapidement avec Ethereum, plus de performance, un consensus plus sécurisé, une finalité des transactions plus rapide. Bon, maintenant ils sont en proof of stake, mais à l'époque, Ethereum ne l'était pas. Et une logique de subnet. C'est-à-dire que tu vois, Ethereum, c'est la couche 1. Et ensuite, en surcouche, tu as les layer 2 qui vont gérer différents types d'applications avec différents types de langages. Avalanche, c'est pareil pour ces subnets. Et tu peux avoir un subnet privé pour ton entreprise, tu peux avoir un subnet public pour ton application. Et donc, l'idée, c'est que tous les subnets d'Avalanche soient interopérables entre eux, c'est-à-dire que les applications puissent communiquer entre elles. Et aussi, eh bien, pouvoir scaler théoriquement à l'infini. Parce que dès que tu as un subnet qui manque de capacité transactionnelle, eh bien, tu en déploies un nouveau. Et c'est vrai qu'Avalanche, c'est sympa. Avalanche, c'est bien foutu. Pour moi, ça a de l'avenir. Et ils font plein de partenariats avec des institutionnels. Voilà, donc, ok, ça, je ne savais pas. Il va y avoir une VM Zero Knowledge, donc ça fait sens. Donc j'imagine qu'il y aura un subnet Zero Knowledge. Il va y avoir un subnet compatible avec IBC pour pouvoir rendre Avalanche compatible avec Cosmos Network. Donc franchement, Avalanche, ça bosse bien. Ça a l'air d'être des brutes, ça bosse bien. Pour moi, ça a de l'avenir. Parce qu'ils répondent à pas mal de problématiques. Maintenant, il n'y a pas l'effet de réseau d'Ethereum naturellement. Il y a un projet mode Web3 MetaWare qui avait fait top 1 meilleur projet avec Dogami sur Gate.io. J'ai dit qu'il y a un potentiel, mais encore très joli. Ok. Ouais, je regarde. Ouh, le site est dégueulasse. Oh là 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 là, qui me fait peur ton site. Oh là 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 là, ça me fait peur, je me casse vite. C'était peut-être pas celui-là, hein, mais... ça donne pas envie, hein. Ça c'est clair. Hein. Bon. Voilà pour les DEX, les copains. Il faut que je digue plus naturellement. Et pour ça, je pense que je vais inviter dans des émissions des gens qui sont beaucoup plus calés que moi. Parce qu'il y a plein de problématiques avec les DEX. Coinflip. Ah, sympa. The Ark, c'est des Français. Ok. Ils vont faire une émission avec Gould de Starkware et un développeur de GMX. Ok. Stylé. Ok. Je vous partage la liste en tout cas. Il manque plein de DEX. Tu mets tes USDC sur quel réseau sur ton Ledger? Ethereum. Ethereum, moi. Parce que généralement, les exchanges, je sais qu'ils fonctionnent tous avec Ethereum, donc au moins, il n'y a pas de problème. Voilà, j'en ai doté plein. On m'a parlé de Chromatica, qui visiblement est pas mal. Il y a Injective qui ont levé à fond. C'est un des DEX principaux de Cosmos Network. Ou Network, il faut que je digue. CapDot, pareil, il paraît que c'est vraiment sympa. Franchement, il y a plein de trucs à digue en réalité. Je pourrais compléter la liste, hein, mais il y en a plein. Paraswap, c'est vrai. Bybit me dit que ma carte est déjà utilisée. Je sais pas du tout, OneL. Je sais vraiment pas du tout te concernant. J'ai vu passer aussi Kanto. Alors, j'ai pas dig suffisamment. Je sais juste que c'est un fork de Vemos et Ethermint qui sont des initiatives pour porter l'Ethereum Virtual Machine sur Cosmos. Et apparemment, Vemos, ça va être poubelle et c'est Kanto qui va gagner. Hein, parce que je regardais volume rapidement tout à l'heure. Kanto, ils sont 7ème. Et niveau performance... Merde. Niveau performance, voilà, ils ont fait une grosse poussée, quoi. Plus de 187% en une semaine. Ça bouge. Alors après, tu vas sur le site. Franchement, le site, il est dégueu. Kanto.
Le site, faut connecter un wallet. Après, une fois que tu as connecté le wallet, il faut que sur ton wallet, tu aies des jetons Conto pour pouvoir utiliser. Donc, j'ai pas pu pousser plus que ça, mais ça peut être intéressant à regarder. Coin Academy, excellent site d'info. Et bah écoute, ça fait très plaisir, merci beaucoup. D'ailleurs, ça va être instant pub pour Coin Academy. Si jamais vous connaissez Coin Academy, mais que vous y allez pas trop, moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, si vous voulez apprendre, c'est que vous avez l'académie, vous avez plein de notions sur l'académie, dans les bases. Vous les piochez une par une. Nous, on va vous préparer des formations pour vous guider un petit peu plus, mais il y a franchement plein de trucs, quoi. Plein de notions, tu vois. Qu'est-ce que c'est que la tokenomics, des comparatifs, proof of stake, proof of work, qu'est-ce que c'est un NFT, le play to earn, un smart contract. Tous ces trucs-là, on les a expliqués. N'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche. Vous faites smart contract, par exemple. Normalement, voilà. Vous avez des articles. Donc, vous avez plein de bases sur l'académie. Pour ceux qui ont déjà largement les bases, vous avez des contenus plus poussés. Comme dans la catégorie expert, vous avez l'explication de certaines notions. On a comment monter un nœud dans le cas de Massa, comprendre la modularité, comprendre l'utilité d'un jeton, comprendre la tokenomique d'un jeton, comment trouver soi-même des pépites, voilà, des trucs comme ça. Ensuite, pour ceux qui sont dans le fonda, dans la partie NFT, vous avez analyse de collection NFT. On a couvert les analyses des plus grosses collections du marché, CryptoPunk, Bored Ape, etc. Donc, c'est quoi l'histoire de ces collections? Pourquoi elles en sont arrivées là? Qui les a inventées? Etc. Pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, n'hésitez surtout pas, on a couvert les plus grosses. CryptoPunk, Bored Ape, Artefact de Clonix. Clonix de Artefact, pardon. Azuki, Moonbirds, dont je vous parlais tout à l'heure, Doodles, OKBears, Daygods. Franchement, ceux qui touchent un peu les NFT, vous savez, mais vous avez aussi d'autres collections qu'on a couvertes. Ça doit vous parler. Ça vous permet de comprendre à quoi servent ces collections, quelle est la communauté derrière. Ça, c'est pour la partie NFT. Pour la partie crypto-monnaie, vous avez analyse de crypto-monnaie. On a fait un peu plus de 150 analyses, peut-être même 200, si je ne dis pas de bêtises. On en a couvert plein. Des Layer 1, des Layer 2, avec jetons, sans jetons. Vraiment plein. Donc, n'hésitez pas à lire encore une fois. Si jamais il y a un projet qui vous fait de l'œil, vous utilisez le moteur de recherche. Par exemple, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que Tron. Hop. Normalement, Tron en a couvert. Ouais, le problème, c'est qu'on a un peu le bordel. Voilà, Tron, c'est dernière page. On l'a couvert. Sinon, sur Google, Tron, Academy, normalement. Si jamais le moteur de recherche vous fait défaut, on va essayer de l'améliorer, mais vous pouvez faire ça aussi. Dump de token post-listing, Coinbase accuse Binance. Ouais, enfin, il y a eu du délit d'initié chez Binance aussi. Mais bon, bref. Apparemment, il y a du délit d'initié de partout. Et ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un standard de marché? Est-ce qu'il faut que les régulateurs viennent faire quelque chose? Je ne sais pas. Il y a des mises à jour sur les analyses de jetons. On n'a pas encore pris le temps de faire une analyse sur les plus gros projets. Mais il faudra qu'on le fasse courant 2023, ouais. Pour se tenir à jour, Zeno. Tout à fait. En tout cas, je vous montre un exemple d'analyse. Solana, dont je vous parle tout le temps. Lui, il est assez à jour, techniquement. Voilà. Vous allez sur la page de Solana. Vous avez... Oh là, non, c'est pas ça. Là, il y a un problème. Ah oui. Qu'est-ce que le Solana? Pardon. Analyse fondamentale. Voilà, faut pas se tromper. Vous avez le sommaire, vous avez tout. À quoi sert le jeton, les unlocks de jetons à venir, etc. Il y a plein de trucs qui arrivent. Donc, on vous explique les différentes briques de Solana, les technologies qui font que ça performe. À quoi sert le jeton, l'idéologie, l'unlock de jetons que j'ai rajouté. Mais bientôt, on va intégrer potentiellement une nouvelle brique pour les unlocks de jetons pour que ce soit encore plus complet à ce niveau-là. Le nouveau modèle de frais. Est-ce qu'on a parlé du téléphone? Je crois pas, mais on parle de Solana Pay. Quelques applications sur l'écosystème. Bon, cette liste, elle n'est pas à jour, mais vous avez capté l'idée. Et ça, on le fait vraiment pour plein de trucs. À quand l'application Coin Academy? Ça se fera tôt ou tard. Ça, c'est vrai que c'est Léo qui a tendance à le faire, mais ça pourrait être sympa d'avoir petite appli mobile pour
pour lancer rapidement le truc. Je suis d'accord. En ce moment, on traite surtout beaucoup d'actualités, mais il y a du fonda qui arrive, hein, rassurez-vous. On a aussi des articles sur la fiscalité, si vous vous posez des questions sur comment payer les impôts et tout. Académie, thématique, fiscalité. Il y a plein de trucs. Hein. Et à jour. Voilà. Écoutez, je m'étais noté ça aussi, mais on en parlera... On en parlera une prochaine fois parce que là, on a vraiment parlé de beaucoup de choses. Et j'ai pas envie que le live dure 10 000 ans. On va aller se reposer. Et on se refera une session live dans la semaine. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch et sur Twitter. Hop. Qui a créé techniquement le site Coin Academy? C'est WordPress et c'est Picsou et Anto qui l'ont fait. Beaucoup Picsou, un peu Anto. Moi, j'ai quasiment rien touché. Hein. Moi, je fais le contenu, mais c'est vrai que l'infra, j'y touche pas, c'est Picsou. Archétype, je connais, yes. Voilà, les potes, écoutez, on va terminer sur une dernière pub pour la chaîne de Coin Academy. Si vous écoutez la rediffusion, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, je vous réenvoie le nom de la chaîne. L'objectif, c'est 5000 abonnés pour mars. On a quasiment triplé le nombre de vues en 1 mois et demi sur la chaîne. Parce qu'on est beaucoup plus actif, donc forcément ça aide. L'objectif, c'est d'arriver à maintenir à minima 1000 à 1500 vues par vidéo. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, l'algorithme de YouTube, il va nous pousser dans les recommandations, il va nous pousser sur des mots-clés, il y a Bitcoin, crypto, etc. Et la chaîne, elle va tourner tout seul. L'intérêt, c'est quoi derrière? L'intérêt, c'est de pouvoir aussi monétiser cette chaîne YouTube pour la rendre encore plus professionnelle. Aujourd'hui, bon on est en perte sèche, on a l'ami Crypto Partage qui nous fait des tutoriels. Il a fait récemment comment sécuriser ses crypto-monnaies avec un ledger. Moi, ce que j'aimerais justement, c'est que on ait une activité de monétisation sur Coin Academy, une activité pour la chaîne YouTube. Et comme ça, après, que ce soit moi ou des gens qu'on paie, on fait du contenu plus professionnel. C'est-à-dire qu'on continuera de faire ce qu'on fait parce que c'est toujours bien de faire ces lives et de faire des rediffusions avec un petit peu de montage par-dessus. Mais j'aimerais bien... Pas de réponse de Picsou pour DYDX. Si, il m'a répondu yes. Mais il faut que je vois ça avec lui. Mais t'inquiète pas pour ça. T'as raison de nous le rappeler en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, sur YouTube, proposer toujours plus de contenu. Sur Twitch, pareil. On a un bon rythme, c'est sympa. Ça fait plaisir. Et puis voilà. J'espère que vous avez kiffé ce live en tout cas les potes. Ma prochaine vidéo YouTube, je vais faire une vidéo sur le projet Stable de PMU. Je vais faire une vidéo sur ma RTX 4090, une vidéo sur le 13700K aussi en processeur, côté hardware. Donc il va se passer pas mal de choses. Et côté Coin Academy, on va avoir la rediffusion du live pour le projet Stable de PMU. Et on va avoir des émissions avec plein de monde, Hardisk, Mark Zeller, Ponzi, l'Infréquentable, Artem, Iril, plein de gens que j'inviterai s'ils sont chauds pour parler de fonda quand c'est avec moi, pour parler de business, de technique, de NFT quand c'est avec Picsou. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. C'était une super émission. Elle est plus courte que d'habitude, mais comme ça va faire une rediff sympa. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et si vous êtes sur YouTube, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. Ciao tout le monde.